Tu n'entreras pas tant qu'elle sera là. Mon mari se tenait dans le couloir, les deux bras tendus devant l'entrée de la salle de bain, comme s'il protégeait une scène de crime plutôt que notre propre maison. Derrière lui, j'entendis le rire d'une femme. Il n'avait rien de nerveux ni de gêné. C'était un rire détendu, confortable, comme si elle était chez elle. Pendant quelques longues secondes, je fus incapable de respirer. 18 années de mariage venaient de se réduire à une phrase, une porte et un homme qui avait choisi une autre femme plutôt que son épouse. Je regardais Daniel droit dans les yeux. Il s'attendait à ce que je crie. Il s'attendait à des larmes, peut-être même à une gifle. À la place, je souris. Pas parce que je n'étais pas blessée, mais parce qu'à cet instant précis, je venais enfin de comprendre qui il était devenu et ce que je devais faire. Je m'appelle Emily Carter. J'ai 42 ans. Jusqu'à ce jeudi après-midi, je croyais que notre mariage avait résisté à tout ce que la vie pouvait nous imposer. Des alertes médicales, des licenciements, une récession, la mort de mon père et toutes les factures liées à l'éducation d'un enfant. Daniel et moi avions construit notre vie à Columbus, dans l'Ohio. Rien d'extravagant. Une agréable maison coloniale à 2 étages, avec des volets blancs, des érables dans le jardin et des voisins qui nous saluaient encore lorsqu'ils promenaient leurs chiens le soir. C'était du moins ce que tout le monde croyait, y compris Daniel. Ce jeudi avait commencé comme n'importe quel autre. Un client avait annulé au dernier moment notre rendez-vous de planification fiscale. Comme j'étais experte comptable et que je recevais principalement sur rendez-vous, cet après-midi libre ressemblait presque à un cadeau. Je décidai de surprendre Daniel en préparant le dîner. Il travaillait depuis la maison depuis plusieurs semaines pour préparer une importante présentation commerciale régionale. Je me souvenais avoir vu du saumon frais au supermarché le matin même. C'était son plat préféré. Il est étrange de constater à quel point l'esprit s'accroche à des projets ordinaires quelques secondes avant que toute une vie ne s'effondre. Je m'arrêtai au magasin, achetai du saumon, des asperges fraîches et une bouteille de pinot noir que nous réservions autrefois à nos anniversaires. Lorsque j'arrivai dans l'allée vers 15h30, je vis le SUV de Daniel. Rien d'anormal. En revanche, une BMW grise que je ne connaissais pas était garée le long du trottoir. Je supposais qu'une collègue ou une cliente était passée le voir. Je pris les sacs de course et entrai. L'atmosphère de la maison était étrange. Elle n'était ni en désordre ni bruyante. Elle semblait simplement différente. Une musique de jazz douce venait de l'étage. Daniel n'écoutait jamais de jazz. Puis je l'entendis. Le rire d'une femme, léger et joueur, suivi de celui de Daniel. Le son descendait le long de l'escalier. Mon estomac se noua. Je posai lentement les sacs sur l'îlot de la cuisine. Peut-être avais-je mal compris. Peut-être s'agissait-il d'une réunion professionnelle. Peut-être était-ce quelqu'un de son entreprise. Peut-être. Je montai les escaliers, une marche après l'autre. Les rires devenaient plus forts. Ils venaient de notre salle de bain. La salle de bain attenante à notre chambre. Notre espace privé. Lorsque j'atteignis le couloir, Daniel en sortit brusquement. Sa chemise n'était boutonnée qu'à moitié, ses cheveux semblaient humides et son visage perdit toute couleur dès qu'il me vit. Emily. Avant même que je puisse parler, il se plaça directement entre la salle de bain et moi, puis écarta les bras devant la porte. Tu n'entreras pas tant qu'elle sera là. Je le fixai, me demandant sincèrement si j'avais bien entendu. Pardon. Sa mâchoire se crispa. Tu dois partir. Partir. Quitter ma propre chambre, mon propre couloir, dans ma propre maison. L'absurdité de la situation faillit me faire rire. Puis j'entendis un autre bruit. La porte de la salle de bain bougea légèrement. Quelqu'un, à l'intérieur, chuchotait. Une femme. Daniel regarda par-dessus son épaule, puis revint vers moi. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Ne pas faire de scène. Mon mari cachait une autre femme dans notre salle de bain et il s'inquiétait de mon comportement. Je tentai de regarder derrière lui. Je veux simplement savoir qui est là. Non. Sa réponse fut immédiate. Elle est bouleversée. Je clignai des yeux. Elle est bouleversée? Il acquiesca. Je t'expliquerai plus tard. Voilà donc la phrase que tous les conjoints fidèles imaginent capables de tout arranger. Je t'expliquerai plus tard. J'observai son visage. Ces mêmes yeux bleus que j'avais vus pleurer à la naissance de Noah. Ces mêmes mains qui avaient tenu les miennes lors des funérailles de mon père. Ce même homme qui m'avait autrefois promis que nous affronterions toujours les difficultés ensemble. Cet homme avait disparu. Celui qui se tenait devant moi était un inconnu. La porte de la salle de bain s'entr'ouvrit alors suffisamment pour que j'aperçoive une jeune femme blonde enveloppée dans l'une de mes serviettes de bain blanches. Ma serviette. Son maquillage avait coulé. Elle semblait terrifiée, non parce qu'elle avait été découverte, mais parce qu'elle s'attendait à ce que j'explose. Je la regardai simplement, puis tournai les yeux vers Daniel. Est-ce qu'elle porte ma serviette? Daniel soupira avec impatience. Emily? Ne. Je levai un doigt. J'ai posé une question. Aucun des deux ne répondit. Le silence me donna toutes les réponses dont j'avais besoin. J'acquiesçai une seule fois, puis je souris. Un sourire calme, presque paisible. Daniel fronça les sourcils. Pourquoi est-ce que tu souris? Parce qu'une chose venait de changer en moi. La panique avait disparu. L'envie de supplier avait disparu.
Le besoin désespéré de sauver notre mariage avait disparu. Il ne restait plus que la lucidité. Je fis demi-tour sans prononcer un mot. Je descendis, repris les sacs, rangeai le saumon dans le réfrigérateur et posai la bouteille de vin à côté. Puis je pris mon sac à main et mes clés. Daniel me suivit jusqu'au milieu de l'escalier. « Emily ?» Je ne répondis pas. « Nous devons parler. » Toujours aucune réponse. « Ne pars pas comme ça. » Je me retournai enfin. « Tu as raison. » Ses épaules se détendirent légèrement. Pendant une fraction de seconde, il crut que j'allais lui pardonner. Je le regardai droit dans les yeux. « Nous parlerons. Mais pas aujourd'hui. » Puis je franchis la porte d'entrée. Pas de cris. Pas de vaisselle brisée. Pas de confrontation spectaculaire sous les yeux des voisins. Seulement le silence. En reculant dans l'allée, j'aperçus Daniel sur le perron. Il semblait confus, presque déçu. Il s'était préparé à une bataille émotionnelle. Il ne s'était pas préparé au silence. Je ne conduisis ni chez ma mère ni chez ma meilleure amie. Je ne me rendis pas non plus dans un hôtel pour y passer la nuit à pleurer. Je pris directement la direction du centre-ville, vers l'immeuble où travaillait mon avocat depuis près de 15 ans. Après m'être garé, je me regardai dans le rétroviseur. Mes yeux étaient rouges, mais secs. La réceptionniste parut surprise de me voir arriver sans rendez-vous. « Je sais qu'il est tard », lui dis-je calmement. « Mais si M. Whitmore peut m'accorder ne serait-ce que 15 minutes, dites-lui qu'Emily Carter doit protéger ce qui lui appartient. » Elle disparut dans le couloir et revint 1 minute plus tard. « Il peut vous recevoir. » Je pris une lente inspiration avant d'entrer dans son bureau. Je n'étais pas venu demander comment sauver mon mariage. J'étais venu apprendre comment sauver mon avenir. Daniel pensait qu'il venait d'humilier sa femme. Il n'avait absolument aucune idée de la personne à qui appartenait la maison dans laquelle il se trouvait. Richard Whitmore ne m'avait représenté que 2 fois en 18 ans. La première fois après la mort de ma grand-mère. La seconde, l'après-midi où je découvris une autre femme enveloppée dans ma serviette de bain. Il se leva lorsque j'entrai. « Emily ?» Sa voix était douce, mais son regard s'assombrit immédiatement. « Vous avez l'air de vivre la pire journée de votre vie. » C'est probablement le cas. Il désigna le fauteuil en cuir en face de son bureau. Commencez par le début. Pendant près de 20 minutes, je lui racontai tout. Les rires, la salle de bain, Daniel bloquant la porte avec ses bras et la jeune femme blonde dissimulée derrière lui. Le plus étonnant fut que je ne pleurais pas. Je présentais simplement les faits, comme si j'exposais les états financiers de l'un de mes clients. Lorsque j'eus terminé, Richard s'adossa à son fauteuil. « Que voulez-vous » C'était une question intéressante. Il ne demanda pas ce que je devais faire ni si le mariage pouvait être sauvé. Simplement, « Que voulez-vous » Je regardai par la fenêtre vers les immeubles de Columbus. Je veux être certaine de ne pas perdre ma dignité. Il acquiesca. Bonne réponse. Il sortit alors d'une armoire verrouillée un épais dossier sur lequel mon nom était soigneusement inscrit. Emily Harper Carter. Harper. Mon nom de jeune fille, celui que presque plus personne n'utilisait. Richard ouvrit plusieurs documents. Je n'ai pas consulté ce dossier depuis des années. Moi non plus. La première page était l'acte de propriété. Tout y figurait exactement comme dans mon souvenir. Propriétaire, Emily Ann Harper. Date d'enregistrement, 6 ans avant ma rencontre avec Daniel. Richard poussa le document vers moi. Vous ne l'avez jamais ajouté à l'acte. Je sais. Vous l'a-t-il déjà demandé? Yesuris Tristment. Non. Daniel avait toujours supposé que, puisque nous étions mariés, tout était automatiquement à nous deux. Il n'avait jamais demandé quel nom figurait sur l'acte. Il ne s'en était jamais soucié. À l'époque, je trouvais cela romantique. Je comprenais maintenant qu'il s'agissait simplement de négligence. La maison avait appartenu à ma grand-mère. Elle m'y avait élevée après le divorce de mes parents. À sa mort, elle me l'avait entièrement léguée, à une condition. Ne renonce jamais à ton indépendance simplement parce que tu es amoureuse. À 24 ans, j'avais trouvé cette recommandation excessivement prudente. À 42 ans, ces paroles me semblaient prophétiques. Richard poursuivit son examen. La maison est restée un bien propre. Il me regarda directement. Juridiquement, Daniel ne détient aucun droit de propriété sur elle. Je fermai les yeux quelques instants. Pas parce que je me sentais victorieuse, mais parce que je comprenais enfin pourquoi ma grand-mère avait tant insisté. L'amour ne dispense pas de faire preuve de sagesse. Peut-il forcer la vente? Non. Peut-il en réclamer la moitié? Pas à moins que vous n'ayez accompli une démarche particulière transformant ce bien propre en bien commun. Je ne l'ai pas fait. Alors la maison est protégée. Pour la première fois de l'après-midi, j'expirai profondément. Ce n'était pas du soulagement. C'était de la stabilité. Un morceau de sol ferme sous mes pieds. Richard joignit les mains. Parlons maintenant des finances. La conversation dura près de 2 heures. Contrairement à Daniel, j'avais pris en charge presque toutes les décisions financières de notre mariage. Les comptes de retraite, les impôts, l'épargne destinée aux études de Noah, les assurances, les investissements et le budget du foyer. Daniel gagnait très bien sa vie dans la vente de matériel médical. Mais dès que de l'argent entrait dans notre famille, c'était moi qui le gérais. Pas par désir de contrôle.
Daniel détestait simplement les formalités administratives. Sa phrase préférée avait toujours été « Occupe-toi des choses ennuyeuses ». Ironiquement, ces choses ennuyeuses étaient sur le point de déterminer son avenir. Richard me posa une série de questions. Des dettes cachées? Non. Des intérêts dans une entreprise? Non. Uniquement des placements pour la retraite. Un compte d'investissement commun? Oui. Un compte séparé pour votre héritage? Oui. Des opérations inhabituelles récemment? Cette question m'arrêta. Je repensais aux 6 derniers mois. Certaines dépenses m'avaient dérangé. Des hôtels luxueux, des restaurants le week-end, des bijoux de créateurs. Daniel affirmait toujours qu'il s'agissait de dépenses professionnelles en attente de remboursement. À l'époque, je l'avais cru. Je n'en étais plus certaine. J'ai dois vérifier. Richard acquiesca. Ne l'accusez pas. Je ne le ferai pas. Ne le confrontez pas. Je ne le ferai pas. Ne déplacez pas d'argent sous le coup de l'émotion. Je ne le ferai pas. Il sourit. J'ai toujours aimé travailler avec les comptables. Yares Dausment. Notre vengeance prend généralement la forme de documents administratifs. Exactement. Il me tendit un bloc-notes jaune. À partir d'aujourd'hui, documentez tout. Je passai le reste de l'après-midi à dresser une liste. Chaque achat suspect, chaque transfert inhabituel et chaque facture d'hôtel inexpliquée. Lorsque je me connectai enfin à nos comptes bancaires depuis la salle de réunion de Richard, mon estomac se noua. L'épreuve était pire que je ne l'avais imaginé. Il y avait des dizaines de dîners coûteux, des séjours dans des hôtels de charme, des forfaits de spa, des billets de concert et des achats chez des bijoutiers. Presque toutes ces dépenses avaient été effectuées pendant de prétendus déplacements professionnels. Les sommes n'étaient pas suffisantes pour nous ruiner, mais, mises bout à bout, elles racontaient une histoire particulièrement coûteuse. Richard examina les relevés en silence. Ah, il a utilisé des fonds communs. Oui. Garder des copies. C'est déjà fait. Il sourit à nouveau. Je m'en doutais. Je quittai son bureau peu après 18 heures. Au lieu de rentrer chez moi, je me garai devant un petit café. J'avais besoin de réfléchir. J'appelai ma mère. Elle décrocha à la 2e sonnerie. Bonjour, ma chérie. À l'instant où j'entendis sa voix, les larmes arrivèrent enfin. Pas des sanglots bruyants. Seulement des larmes silencieuses roulant sur mes joues. Elle ne m'interrompit pas et ne posa aucune question. Elle attendit. Je finis par murmurer. Maman, il m'a trompée. Un long silence suivit. Puis elle prononça une phrase que je n'oublierai jamais. Non, ma chérie. C'est lui qui l'a trahi. Au début, je ne compris pas. Elle poursuivit. La fidélité n'était pas un cadeau qu'il te faisait. C'était une obligation envers son propre caractère. Tu n'as pas perdu son intégrité. C'est lui qui l'a perdue. J'essuyai mes yeux. Je ne sais pas quoi faire. Bien sûr que si. Vraiment? Tu l'as toujours su. Sois bienveillante, sois intelligente et ne prends jamais de décision permanente sous l'effet d'une douleur passagère. Je souris à travers mes larmes. Cela ressemblait exactement à quelque chose que ma grand-mère aurait pu dire. Vers 19h30, mon téléphone vibra. Daniel. Yelai Saisan. Puis il appela à nouveau. Je ne répondis pas. Un message apparut. Émilie, rentre, s'il te plaît. Nous devons t'expliquer. Nous. Un choix de mots intéressant. 1 minute plus tard, un 2e message arriva. Il ne s'est rien passé. Je fixai l'écran. Il ne s'était rien passé. J'avais pourtant vu une autre femme debout dans ma salle de bain, enveloppée dans ma serviette. Apparemment, la réalité était devenue négociable. Je verrouillai mon téléphone. Cette nuit-là, je dormis dans la chambre d'amis de ma mère. Pour la première fois depuis près de 20 ans, je ne dormais pas à côté de mon mari. Étrangement, je dormis mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Je ne me demandais pas pourquoi il rentrait tard. Je ne prétendis pas que ses déplacements professionnels étaient crédibles. Je n'ignorais pas ce sentiment profond qui m'avertissait depuis longtemps que quelque chose n'allait pas. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, peut apporter une étrange forme de paix. Le lendemain matin, je passai devant ma maison avant d'aller travailler. Le SUV de Daniel était dans l'allée. La BMW grise aussi. Je me garai de l'autre côté de la rue et attendis. Quelques minutes plus tard, la femme blonde sortit avec un sac de voyage. Daniel l'embrassa. Pas rapidement. Pas secrètement. Avec naturel, comme un homme convaincu que sa femme finirait par lui pardonner. Elle monta dans sa voiture en souriant. Daniel lui fit signe lorsqu'elle partit, puis rentra dans ma maison. Nos voisins avaient tout vu. Madame Hernandez, qui habitait à côté, regarda dans ma direction. Elle me reconnut. Nos regards se croiserent. Elle ne sourit pas. Elle m'adressa simplement un lent signe de tête empreint de compassion. Les voisins savent parfois beaucoup plus de choses que nous ne l'imaginons. Yedmarai. Je n'étais plus en colère. La colère finit par disparaître. La certitude demeure. Chaque kilomètre parcouru ce matin-là renforça une vérité incontestable. Daniel pensait installer progressivement sa maîtresse dans notre maison. Il ignorait qu'il ne faisait que faciliter son propre départ. Le lundi suivant, je retournai travailler. Pas parce que ma vie était redevenue normale. Elle ne l'était pas.
Mais après près de 20 ans à aider des clients à survivre à des catastrophes financières, à des faillites et à des divorces douloureux, je savais quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Les habitudes peuvent nous maintenir debout pendant que notre cœur tente de se reconstruire. Je fis donc ce que je faisais toujours. Je répondis aux courriels, examinai des déclarations fiscales, rencontrai des clients et souris lorsque cela était nécessaire. Personne n'aurait pu deviner que, 3 jours plus tôt, j'avais découvert une autre femme enveloppée dans ma serviette pendant que mon mari gardait la porte de la salle de bain. Extérieurement, j'étais exactement la même. Intérieurement, je reconstruisais tout depuis les fondations. Richard m'appela peu avant le déjeuner. J'ai préparé les premiers documents de divorce. Je fermai la porte de mon bureau. C'était rapide. J'ai appris quelque chose en 30 ans de métier. Quoi donc? Le conjoint infidèle croit généralement que le temps joue en sa faveur. Il marqua une pause. Le conjoint fidèle comprend rarement qu'il n'en est rien. Que voulez-vous dire? Si Daniel pense que vous finirez par vous calmer, il deviendra imprudent. Et les personnes imprudentes produisent des preuves. J'acquiesçai. Je comprends. Nous devons protéger immédiatement plusieurs éléments. Il me guida à travers chaque étape. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de protection. Nous documentâmes les biens provenant de mon héritage. Nous séparâmes mes futurs revenus. Nous sécurisâmes les comptes de retraite appartenant légalement à chacun. Nous bloquâmes les retraits importants du compte d'investissement commun jusqu'à ce que des mesures judiciaires temporaires soient prononcées. Chaque démarche était légale. Chaque signature était authentifiée. Tout était transparent. Je ne prenais rien à Daniel. Je m'assurais simplement qu'il ne puisse rien me prendre discrètement. La différence était essentielle. Ce soir-là, je rentrais enfin chez moi. Daniel m'attendait dans la cuisine avec des fleurs. Des lys blancs, mes préférés. Du moins, il avait été. Il s'éleva. Émilie, je me suis inquiétée. Je regardais le bouquet. Tu ne t'inquiétais pas vendredi. Ses épaules s'affaissèrent. J'ai commis une erreur. Je posai mon sac sur le comptoir. Une erreur, c'est mettre du diesel dans une voiture à essence. Je le regardais dans les yeux. Et une liaison qui dure plusieurs mois est une succession de choix. Il se frotta le front. Ce n'est pas ce que tu crois. Je failli sourire. Qu'est-ce que tu crois que j'ai vu exactement? Il ne répondit pas. Il tenta de prendre ma main. Yeretsulai. Cela lui fit mal. Tant mieux. Pas parce que je voulais le faire souffrir, mais parce que je voulais que la réalité l'atteigne enfin. Je t'aime. Ces mots ressemblaient à la publicité d'un produit que j'avais déjà décidé de ne plus jamais acheter. Si tu m'aimais, lui dis-je calmement, tu n'aurais pas fait entrer une autre femme dans ma salle de bain. Il baissa les yeux. Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. La voilà. Quoi? La phrase que tous les infidèles finissent par utiliser. Il fronça les sourcils. Je ne voulais pas te faire de mal. Non. Tu voulais surtout éviter de te compliquer la vie. Le silence tomba. Puis il murmura. Je vais mettre fin à cette relation. Je le crus. Non parce qu'il le voulait réellement, mais parce qu'il avait été découvert. Ce sont deux choses très différentes. Pendant les 2 semaines suivantes, notre vie adopta un rythme étrange. Daniel dormait dans la chambre d'amis. Nous nous parlions poliment, principalement au sujet de Noah. Notre fils avait ses entraînements de football, ses cours de conduite et toutes les préoccupations ordinaires d'un adolescent de 16 ans. Je ne voulais pas qu'il soit pris entre nous. Daniel, lui, géra les choses différemment. Un samedi après-midi, Noah entra dans mon bureau. Maman? Oui? Il hésita. Papa dit que tu es très stressé en ce moment. Je levai les yeux de mon ordinateur. Vraiment? Il dit que ton travail te met beaucoup de pression. Je lui souris doucement. Et toi, comment est-ce que je te semble? Il haussa les épaules. Fatigué. Triste. Mais normal. Les adolescents remarquent beaucoup plus de choses que les adultes ne le pensent. Je fermai mon ordinateur. Je peux demander quelque chose? Bien sûr. Si une situation te paraît confuse, est-ce que tu viendras m'en parler au lieu d'essayer de deviner? Il acquiesça immédiatement. Je te le promets. Cette promesse comptait plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Pendant ce temps, Daniel reprenait confiance. Il confondait mon calme avec de la faiblesse. Il croyait que mon silence signifiait que le pardon approchait. Un jeudi soir, je l'entendis parler dans le jardin. Il ignorait que j'étais à l'étage, près d'une fenêtre ouverte. Je te l'ai dit, disait-il au téléphone. Donne-moi encore un peu de temps. Il écouta, puis rit. Non, elle n'a plus de soupçons. Mes mains se crispèrent sur le rebord de la fenêtre. Elle n'avait plus de soupçons. Interessant. D'ici Noël, tout sera réglé, poursuivit-il. Après une nouvelle pause, il ajouta. Nous aurons la maison. Je refermai la fenêtre. Pas parce que j'étais choquée, mais parce que je n'avais pas besoin d'entendre la suite. Il venait de confirmer exactement ce que Richard avait prédit. Daniel croyait que la maison finirait par lui appartenir, à lui et Vanessa. Il ne s'était toujours pas donné la peine de consulter le registre public de la propriété. Le lendemain matin, je retrouvai Richard et lui répétai tout ce que j'avais entendu. Il sourit. Il a réellement prononcé ces mots, mot pour mot. Richard secoua la tête.
La confiance devient dangereuse lorsqu'elle repose sur des suppositions. Il ouvrit un nouveau dossier. J'ai préparé la requête. Je lus chaque page attentivement. 18 années de mariage réduites à un langage juridique. Rupture irrémédiable du mariage, partage des biens matrimoniaux, biens propres, responsabilité parentale. C'était froid, presque clinique. Pourtant, chaque phrase représentait des mois ou des années de la vie d'une personne en train de s'effondrer. La mienne qu'emprais. Richard me tendit un estilo. Vous ne subissez aucune pression. Je regardais la ligne de signature. Puis je repensais à ce vendredi après-midi, les rires, la serviette, la porte et cette phrase. Tu n'entreras pas tant qu'elle sera là. Yesignae. Pas parce que j'avais cessé d'aimer l'homme que Daniel avait été autrefois. Mais parce que j'acceptais enfin que cet homme n'existait plus. Une semaine plus tard, Madame Hernandez frappa à ma porte avec une assiette de roulé à la cannelle. J'en ai préparé trop. Nous savions toutes les deux que ce n'était pas vrai. Je l'invitai à entrer. Après quelques instants de silence, elle parla. Ma chérie, je n'aime pas me mêler des affaires des autres. Je sais. Mais plusieurs voisins ont vu cette jeune femme entrer et sortir. J'acquiesçai. Je sais. Elle sembla soulagée. J'avais peur que personne ne vous l'ait dit. Yesuris d'ausment. En réalité, je l'ai rencontrée. Madame Hernandez faillit lâcher sa tasse. Vous l'avez rencontrée? Dans ma salle de bain. Elle porta une main à sa bouche. Oh Emily. Puis elle serra ma main. Vous avez géré cela avec une grâce remarquable. Je secouai la tête. Non. Je l'ai géré avec patience. Ce n'est pas la même chose. La patience ne signifie pas prétendre que l'on ne souffre pas. Elle consiste à refuser de laisser la douleur décider de notre prochaine action. Ce soir-là, Daniel rentra avec des plats de mon restaurant italien préféré. Il posa les sacs sur l'îlot de la cuisine. Je pensais que nous pourrions dîner ensemble. Je regardais les boîtes, poulet parmigiana, pain à l'ail et tiramisu. 18 années passées ensemble lui avaient appris exactement ce que j'aimais. Elle ne lui avait simplement pas appris à me respecter. Je n'ai pas faim. Emily. Il semblait maintenant désespéré. Qu'est-ce que je peux faire? Je le regardais directement pour la première fois depuis longtemps. Tu peux me dire la vérité. Il deglutit difficilement. Puis il mentit encore. Aucune liaison ne survit au poids de mensonges constants. La personne qui les prononce non plus. Je montai sans ajouter un mot. Derrière moi, le dîner refroidissait sur le comptoir, comme ce mariage que nous avions passé des années à prétendre encore chaleureux. 3 jours plus tard, Daniel reçut les documents du divorce à son bureau. Richard avait organisé la procédure avec professionnalisme. Pas de surprise ni d'humiliation. Seulement la procédure exigée par la loi. Daniel m'appela 16 fois avant midi. Je ne répondis à aucun de ses appels. Il ne restait plus rien à débattre. Le piège silencieux s'était refermé. Il ne l'avait simplement remarqué qu'une fois la porte verrouillée derrière lui. Les gens imaginent souvent que la vengeance est bruyante, des portes claquées, des cris, une humiliation publique devant les amis. Je le pensais également autrefois. Puis j'appris quelque chose de bien plus puissant. Les véritables conséquences arrivent généralement en silence. Sans avertissement. Sans musique dramatique. Seulement un jour ordinaire où la vie que l'on considérait comme acquise disparaît soudainement. Pour Daniel, ce jour arriva un mardi matin pluvieux. Il m'appela peu après 8 heures. J'étais assise dans le bureau de Richard, occupée à examiner une dernière pile de documents. Yelai Saisan. Il appela encore, puis une 3e fois. Richard leva les yeux. Il est persévérant. Je souris légèrement. Il ne devient persévérant que lorsqu'il rencontre les conséquences de ses actes. Quelques secondes plus tard, mon téléphone vibra. Pourquoi m'a-t-on remis les papiers au travail? Puis un autre message. Émilie, réponds-moi. Nous pouvons encore arranger les choses. Richard s'adossa à son fauteuil. Allez-vous lui répondre? Je verrouillai mon téléphone. J'ai passé 18 ans à lui répondre. C'est maintenant à lui d'écouter. Tout se déroula exactement comme Richard l'avait prévu. Pas de raccourci, pas de ruse et aucune décision émotionnelle. Le tribunal avait enregistré la demande de divorce. Daniel en avait reçu la notification officielle. Les protections juridiques entourant mes biens propres étaient en place. Venait maintenant la partie que tout le monde imaginait chargée d'émotions. Elle ne l'était pas. Elle était purement administrative. Richard me tendit une liste. Code de sécurité prêt. Accès au garage reprogrammé. Système d'alarme mis à jour. Remplacement des serrures prévu à 13 heures. Je regardais la liste. Tout semblait si ordinaire. Richard Surratt. Les grands changements de la vie le sont souvent. À 12h55, j'entrai dans mon allée. Une camionnette blanche appartenant à un serrurier était déjà garée devant la maison. Le technicien sortit avec plusieurs caisses à outils. Il vérifia mon identité, la compara au registre de propriété, puis sourit poliment. Madame Carter? Oui. Tout sera terminé dans environ 90 minutes. J'ouvris la porte d'entrée. Entrer dans cette maison me fit un effet différent. Non parce qu'elle avait changé. Parce que moi, j'avais changé. Les serruriers travaillèrent silencieusement.
L'un remplaça toutes les serrures extérieures. Un autre programma de nouveaux codes électroniques. Les télécommandes du garage furent réinitialisées. Le clavier de l'entrée latérale fut effacé et reprogrammé. Même les serrures intelligentes connectées à mon téléphone reçurent un nouveau système de sécurité. Les regarder travailler me rappelait une intervention chirurgicale. Précise, professionnelle et nécessaire. Aucune colère. Seulement une correction. Pendant qu'il travaillait, je parcourus lentement chaque pièce. Le salon où Noah avait fait ses premiers pas. La salle à manger où ma grand-mère organisait les repas de Thanksgiving. La pièce familiale où Daniel et moi étions restés éveillés jusqu'à 2 heures du matin pour monter le premier vélo de Noah avant Noël. Chaque recoin portait des souvenirs. Certains magnifiques, d'autres douloureux. Mais une pensée revenait constamment. Cette maison ne m'avait jamais trahi. Les personnes trahissent. Les maisons se contentent d'abriter les vies qui se déroulent entre leurs murs. À 15 heures, Noah rentra de l'école. Il s'arrêta dans l'entrée en voyant les hommes avec leurs caisses à outils. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Je m'étais promis de ne jamais mentir à mon fils. Viens t'asseoir avec moi. » Nous nous installâmes à la table de la cuisine. Le divorce suit son cours. Il baissa les yeux. Je m'en doutais. Je sais que c'est difficile. Il acquiesça en silence. Après un long moment, il posa la question que j'attendais. « Papa va partir ? » « Oui. »« Quand ? » ?»« Bientôt. » Ses yeux s'emplirent de larmes. Je ne veux pas avoir à choisir. Je pris sa main. Tu n'auras jamais à le faire. Il parut surprise. Jamais ? Non. Ton père a fait des choix. Pas toi. Tu as le droit de nous aimer tous les deux. Les larmes coulèrent sur ses joues. Je ne comprends pas comment tout a pu changer si vite. Ce n'est pas arrivé rapidement, répondis-je doucement. Tout a changé lentement. Nous ne l'avons simplement compris que maintenant. Il se pencha et me serra dans ses bras pour la première fois depuis le début de cette épreuve. Je pleurais avec lui. Pas parce que je regrettais ma décision, mais parce qu'un divorce fait également souffrir des innocents. Vers 16h30, le serrurier termina son travail et me remit une petite enveloppe. Ce sont les seules clés. Je le remerciai. Lorsque sa camionnette disparut au bout de la rue, une sensation inattendue s'installa en moi. La paix, pas le bonheur. Ce sont deux choses différentes. La paix ne signifie pas que plus rien ne fait mal. Elle signifie que l'on cesse enfin de lutter contre la réalité. Daniel rentrait généralement vers 18h. Ce soir-là, il arriva en avance. À 17h38, son SUV entra dans l'allée. Une autre voiture le suivait. La BMW grise. Vanessa. Je les observais depuis la fenêtre du salon. Daniel sortit en souriant. Il prononça quelque chose qui fit rire Vanessa. Pendant un bref instant, il ressemblait à un couple rentrant chez lui. Sauf que ce n'était pas leur maison. Daniel s'avança avec assurance vers la porte, introduisit sa clé et essaya de tourner. Rien. Il fronça les sourcils et recommença. Toujours rien. Il regarda Vanessa. C'est étrange. Il força davantage, mais la serrure ne bougea pas. Il tapa ensuite le code du garage. Erreur. Il recommença. Erreur. Il sortit son téléphone. Quelques secondes plus tard, le mien sonna. Hier pondes. Emily? Oui. Ma clé ne fonctionne pas. Je sais. Que s'est-il passé? J'ai changé les serrures. Un silence suivit. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. C'est ma maison. Je fermai les yeux quelques secondes. Non, Daniel. Elle ne l'a jamais été. Un nouveau silence. Qu'est-ce que tu racontes? Tu devrais consulter les registres de propriété. Sa voix monta. Ouvre cette porte. Non. Emily, tu m'as suffisamment humiliée dans ce couloir. Je ne vais pas offrir un nouveau spectacle sur le perron de ma maison. Vanessa se tenait quelques mètres derrière lui, faisant semblant de ne pas écouter. Elle entendait chaque mot. Daniel baissa la voix. Nous pouvons en parler à l'intérieur. Il n'y a plus rien à discuter. Tu vis ailleurs désormais. Je n'ai aucun autre endroit où aller. Tu aurais dû penser avant d'inviter une autre femme dans ma salle de bain. Il frappa la porte du poing. Les voisins commencèrent à regarder dehors. Des rideaux bougèrent. Des portes de garage s'ouvrirent. Madame Hernandez sortit sur son perron. De l'autre côté de la rue, Monsieur Collins s'arrêta pendant qu'il promenait son Golden Retriever. Le voisinage n'assistait pas à une scène de commérage. Il assistait aux conséquences. Daniel frappa encore plus fort. C'est ridicule. Je vis ici depuis 18 ans. Oui, en tant que mari. Pas en tant que propriétaire. Vanessa s'approcha enfin. Daniel, tu m'as dit que ton nom figurait sur l'acte. Il la regarda. Il devrait y être. Il devrait y être. Sa voix devint plus froide. Tu m'as dit que tu garderais la maison après le divorce. Daniel ne répondit pas. Elle regarda dans ma direction, derrière la fenêtre, puis revint vers lui. Tu n'as jamais vérifié? Son silence répondit pour lui. Je vis quelque chose changer dans l'expression de Vanessa. Ce n'était pas de la compassion. C'était du calcul. Elle avait cru les promesses de Daniel parce qu'elle supposait qu'elles reposaient sur des faits. Elle ne reposait que sur son ego. Daniel donna soudain un coup de pied dans la porte.
Puis un deuxième. Le troisième résonna dans tout le quartier. À l'étage, Noah sursauta. Cela suffisait. Je pris mon téléphone. Pas pour punir Daniel ni sous le coup de la colère. Pour protéger mon fils. Lorsque l'opératrice répondit, je restai calme. Mon mari, dont je suis séparée, a été légalement écarté de la propriété. Il tente de forcer l'entrée. Je dispose des documents du tribunal. 2 voitures de police arrivèrent quelques minutes plus tard. Les agents séparèrent immédiatement tout le monde. L'un d'eux parla avec moi à l'intérieur tandis que l'autre interrogeait Daniel sur le perron. Je remis l'acte de propriété, la demande de divorce et ma pièce d'identité. L'agent examina soigneusement les documents avant de ressortir. Je n'entendis pas toute la conversation, seulement une phrase qui entra par la fenêtre ouverte. Monsieur, selon les registres du comté, cette propriété appartient exclusivement à Madame Carter. Les épaules de Daniel s'affaissèrent. Vanessa Regular Lentaiment. Puis elle le regarda droit dans les yeux. Tu as menti. Yeah. Tu as menti sur ton mariage. Tu as menti sur le divorce. Et, apparemment, tu as également menti sur la maison. Sans ajouter un mot, elle se retourna, monta dans sa BMW et partit. Elle ne regarda jamais en arrière. Daniel resta seul dans mon allée tandis qu'une pluie fine commençait à tomber. Pour la première fois depuis que je le connaissais, toute sa confiance avait disparu. Il ne restait que le poids de chacune de ses décisions. Et pour la première fois depuis cet après-midi devant la salle de bain, il comprit enfin ce que l'on ressent lorsqu'on est la personne laissée de l'autre côté de la porte. Ce qu'il y a de plus étrange dans la trahison, c'est que l'on passe des semaines à se demander comment une personne que l'on aime a pu nous blesser aussi profondément. Puis, un jour, on cesse de chercher. Pas parce que l'on a trouvé toutes les réponses, mais parce que l'on accepte que certaines personnes détruisent de belles choses simplement parce qu'elles sont persuadées de ne jamais les perdre. Pendant des mois, Daniel avait cru pouvoir tout avoir. Une épouse fidèle et une liaison excitante, un foyer stable et une vie imaginaire. Désormais, les deux lui échappaient. Le lendemain de l'intervention de la police, mon téléphone resta silencieux. Aucun appel, aucun message désespéré, aucune excuse. Richard m'expliqua plus tard pourquoi. La réalité est enfin arrivée. Il sourit tristement. Il faut généralement un jour ou 2 aux gens pour comprendre qu'elle ne repartira pas. Il avait raison. Le jeudi après-midi, Daniel appela. Cette fois, je répondis. Pas parce que je voulais nous réconcilier, mais parce que je voulais établir des limites. Sa voix était différente. Plus petite. J'ai loué un appartement. Je suis contente que tu trouves un endroit où vivre. Il marqua une pause. Je n'aurais jamais pensé que tu me mettrais réellement dehors. Je regardai par la fenêtre de mon bureau. Je n'aurais jamais pensé que tu m'exclurais de mon propre mariage. Silence. Je méritais cette réponse. Oui. Après un nouveau silence, il demanda. Est-ce que je peux voir Noah ce week-end? La question me surprit. Pour une fois, il ne parlait ni de la maison ni du divorce. Il parlait de son fils. Tu peux le voir. Je vais lui demander. Puis j'ajoutai. Tu n'as pas besoin de ma permission pour être son père. Tu dois simplement te comporter comme tel. Il murmura. Merci. Lorsque l'appel se termina, je compris quelque chose d'important. Le pardon et l'accès à notre vie ne sont pas la même chose. Je pouvais traiter Daniel avec respect sans prétendre que rien ne s'était passé. Noah accepta de passer le samedi après-midi avec lui. Je le conduisis jusqu'au petit appartement que Daniel avait loué dans le nord de Columbus. Ce n'était pas un endroit terrible. Il semblait simplement solitaire. L'immeuble était ancien. Le parking avait besoin de réparation. Des enfants faisaient du vélo entre les bâtiments tandis qu'une personne préparait des hamburgers sur un barbecue dans une cour commune. Daniel ouvrit avant même que nous frappions. L'appartement contenait à peine un canapé, une table pliante et plusieurs cartons encore fermés. Les meubles coûteux dont il avait autrefois été si fier étaient restés dans ma maison, car la plupart avaient été achetés ensemble et devaient être traités dans le cadre du divorce. Daniel semblait plus âgé. 3 semaines seulement s'étaient écoulées, mais l'assurance qui remplissait autrefois chacune des pièces dans lesquelles il entrait avait disparu. Il serra Noah dans ses bras, plus longtemps que d'habitude. Je les observais en silence. Quoi que Daniel m'ait fait, cette étreinte appartenait à un père et à son fils. Je ne comptais pas m'y opposer. Je reviendrai te chercher à 18h, dis-je à Noah. Il acquiesca. Alors que je m'apprêtais à partir, Daniel m'appela. Emily, io me ritornai. Je suis désolé. Les mots restèrent suspendus maladroitement dans le couloir. Je sais. Non. Il secoua la tête. Je veux dire que je le suis vraiment. J'étudiais son visage. Pour la première fois, il ne me demandait pas de le croire. Il énonçait simplement un fait. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je lui répondis honnêtement. Je le ferai probablement. Il leva les yeux. Mais le pardon ne supprime pas les conséquences. Il baissa à nouveau la tête. Je sais. 3 semaines plus tard, Madame Hernandez frappa encore à ma porte avec un plat cuisiné. Ie Ares. Combien de plats avez-vous préparés ce mois-ci? Elle sourit. Autant que mes voisins en avaient besoin. Nous nous assîmes sur la terrasse pendant que la brise de fin d'été traversait les érables.
J'ai vu Daniel hier, dit-elle prudemment. Ah oui? Il tondait la pelouse de Madame Peterson. Cela me fit sourire. Daniel detestait Jardina. Madame Peterson avait 81 ans et vivait seule. Il a refusé qu'elle le paie, poursuivit Madame Hernandez. Il a dit qu'il devait quelque chose au voisinage. Je ne sais pas quoi répondre. Peut-être que, pour la première fois depuis des années, Daniel commençait à comprendre ce que signifiait rendre service plutôt que tout considérer comme un droit. Le divorce suivit son cours. Il y eut des dépositions, des déclarations financières et des évaluations de biens. Exactement le type de procédure juridique fastidieuse qui semble ne jamais finir. Mais Daniel surprit tout le monde. Il ne dissimula aucun actif, ne mentit pas dans ses déclarations financières et ne fit pas durer les négociations inutilement. Richard fut le premier à le remarquer. Il a cessé de se battre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va perdre? Richard secoua la tête. Non. Je crois qu'il a enfin compris qu'il ne s'agit pas de gagner. Cette observation resta longtemps dans mon esprit. Les gens ne changent pas toujours parce qu'ils y sont forcés. Parfois, ils changent parce que le prix à payer pour rester les mêmes devient insupportable. Puis arriva la plus grande surprise de toutes. Vanessa Pila. Je faillis ne pas répondre. La curiosité l'emporta. Madame Carter? Oui. C'est Vanessa. Je sais. Sa voix ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Elle n'était ni arrogante ni suffisante. Elle semblait simplement embarrassée. Je sais que vous me détestez probablement. Je ne répondis pas. Je voulais vous dire quelque chose. Je vous écoute. J'ai démissionné de l'entreprise. Cela me surprit. J'ai découvert que Daniel ne m'avait pas dit la vérité. Je m'en doutais. Il m'avait dit que vous étiez séparés depuis plus d'1 an. Je fermais les yeux. Il m'avait dit que le divorce était presque terminé. Encore un mensonge. Il m'avait dit que la maison lui appartenait. Je sais. Un silence douloureux suivit. J'aurais dû poser davantage de questions. Oui. J'aurais dû respecter le mariage d'une autre femme. Oui. Sa voix se brisa. Je suis désolée. Je la crus. Pas parce qu'elle méritait un pardon immédiat, mais parce que la honte ne ressemble pas à l'apitoiement sur soi. J'apprécie vos excuses. Je n'attends rien de vous. Et vous ne devriez rien attendre. Avant de raccrocher, elle ajouta. J'espère qu'un jour quelqu'un vous aimera comme vous méritez de l'être. L'appel prit fin. Je restai assise en silence pendant plusieurs minutes. La vie est compliquée. Les gens sont rarement uniquement des héros ou des méchants. Vanessa avait fait de très mauvais choix, mais c'était Daniel qui m'avait fait des vœux. Cette distinction était importante. L'automne arriva. Les érables de notre rue prirent de magnifiques teintes oranges et dorées. Un samedi matin, Noah me rejoignit sur le perron pendant que je buvais mon café. Maman? Oui? Je peux te poser une question? Toujours. Est-ce que tu te remarieras un jour? Yares Dausmant. Je ne sais pas. Peut-être. Il sembla soulagé. J'avais peur que tu répondes jamais. Pourquoi? Parce que papa a tout gâché. Je posai ma main sur la sienne. Les erreurs de ton père ne décideront pas du reste de ma vie. Il sourit. J'aime bien cette idée. Moi aussi. Puis il posa la question qu'un adolescent pouvait poser avec une honnêteté désarmante. Est-ce que tu l'aimes encore? Je regardais les feuilles tomber dans le jardin. J'aime la personne qu'il était autrefois. Ce n'est pas la même chose. Il acquiesca lentement. Je crois que je comprends. J'espère que tu n'auras jamais à le comprendre complètement. Quelques jours avant Thanksgiving, Richard m'appela. L'accord est prêt. Je me rendis dans son bureau, m'attendant à une nouvelle pile de documents. Au lieu de cela, il semblait sincèrement impressionné. Émilie, j'ai traité des centaines de divorces. Je sais. J'ai rarement vu quelqu'un accepter ses responsabilités comme Daniel vient de le faire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, il a accepté toutes les conditions juridiquement appropriées. Aucune contestation, aucun retard et aucune tentative de réclamer votre héritage. Je m'adossai au fauteuil. Qu'est-ce qui a changé? Richard Surratt. Je pense qu'être exclu de la maison n'a pas été la partie la plus douloureuse. Quelle a été la pire? Comprendre qu'il était devenu un homme que son propre fils n'admirait plus. Cette réponse me toucha plus que je ne l'aurais imaginé. Parce qu'elle était vraie. L'argent peut être remplacé. Les maisons peuvent être reconstruites. Le respect, surtout celui de son enfant, est beaucoup plus difficile à regagner. Je me demandais si Daniel avait compris que le véritable prix de sa liaison n'avait jamais été la maison. C'était l'homme qu'il voyait chaque matin dans le miroir. Le divorce fut officiellement prononcé un vendredi matin calme, au début du mois de décembre. Il n'y eut aucun discours spectaculaire, aucun cri ni aucune surprise de dernière minute. Seulement 2 avocats, un juge, une pile de documents et 2 personnes reconnaissant que la vie qu'elles avaient construite ensemble n'existait plus. L'audience dura moins de 20 minutes. Lorsqu'elle fut terminée, le juge nous regarda tous les deux. Je vous souhaite de trouver la paix pour la suite. Pas le bonheur. La paix. Sur le moment, je trouvais ce choix de mots inhabituel. Quelques mois plus tard, je compris qu'il était parfaitement juste. Le bonheur va et vient. La paix est un choix. Daniel et moi sortîmes ensemble du tribunal.
Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait plus de colère entre nous. Seulement du silence. L'air froid de décembre nous enveloppa alors que nous nous tenions près des marches du palais de justice. Daniel finit par parler. Je ne me pardonnerai jamais. Je le regardais. Ses costumes élégants avaient été remplacés par un simple manteau bleu marine. Son assurance avait laissé place à l'humilité et son arrogance au regret. Tu n'as pas besoin de passer le reste de ta vie à te punir. Il sembla surpris. Vraiment? Non. Mais tu dois passer le reste de ta vie à devenir quelqu'un dont tu pourras être fier. Il acquiesca lentement. J'essaie. Je sais. Il hésita. Je ne comprends toujours pas comment tu as réussi à rester aussi calme. Iesuris dausment. Je n'étais pas calme. J'avais le cœur brisé. J'ai simplement refusé de laisser mon chagrin décider de la personne que j'allais devenir. Ses yeux s'emplirent de larmes. J'aurais aimé le comprendre plus tôt. Moi aussi. Nous restâmes encore un moment sans parler. Puis il se dirigea vers sa voiture. Aucun de nous ne se retourna. Il n'y avait plus rien à dire. Noël arriva quelques semaines plus tard. C'était notre première fête en tant que famille divorcée. Je m'inquiétais avant tout pour Noah. Les enfants ne cessent pas d'aimer leurs parents simplement parce qu'un mariage se termine. Ils apprennent seulement à porter deux foyers dans un même cœur. Nous décidâmes d'organiser les fêtes différemment. Le réveillon aurait lieu chez moi. L'après-midi du jour de Noël serait réservé à Daniel. Aucune compétition, aucune dispute. Un seul objectif, offrir à notre fils des fêtes où il se sentirait en sécurité. Ce matin-là, Noah m'aida à décorer l'ancienne table de ma grand-mère, celle qui avait accueilli d'innombrables repas de famille. Il s'arrêta en installant une petite crèche en bois au centre. Tu sais quoi? Je suis plutôt fier de vous deux. Iares dausment. Vraiment? Il acquiesca. De toi et de papa. J'attendis la suite. Aucun de vous ne dit du mal de l'autre. J'ai des amis dont les parents le font tout le temps. Il haussa les épaules. Cela leur donne l'impression qu'ils doivent choisir un camp. Je posai une main sur son épaule. Je suis heureuse que tu n'aies jamais eu à le faire. Il sourit. Moi aussi. À cet instant, je compris quelque chose. Le plus beau cadeau que je pouvais offrir à mon fils n'était pas une famille parfaite. C'étaient deux parents imparfaits qui avaient enfin appris à se comporter en adultes. Quelques jours après le Nouvel An, je reçus une enveloppe inattendue. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. Pas un courriel ni un message. Une véritable lettre. Elle venait de Daniel. Emily. J'ai commencé cette lettre une douzaine de fois, mais chaque version donnait l'impression que je te demandais quelque chose. Ce n'est pas le cas. Je ne mérite pas une nouvelle chance ni ta confiance. Mais je voulais que tu saches une chose. Être découvert n'a pas été la pire chose qui me soit arrivée. La pire a été de perdre le respect de la femme qui croyait en moi. Pendant des mois, j'ai accusé le stress, le travail, l'âge et notre mariage. J'ai tout accusé, sauf moi-même. La vérité est beaucoup plus simple. Je suis devenue égoïste. Puis je suis devenue malhonnête. Finalement, je suis devenue quelqu'un que je n'aurais pas respecté si je l'avais rencontré quelques années plus tôt. Merci d'avoir refusé de devenir cruel. Tu aurais pu m'humilier. Tu aurais pu détruire ma carrière. Au lieu de cela, tu t'es contenté de dire la vérité et de laisser mes propres choix parler à ma place. Cette leçon m'a davantage transformée que n'importe quelle punition. J'essaie chaque jour de devenir le père que Noah mérite. Même si je ne serai plus jamais le mari que tu méritais, j'espère qu'un jour tu pourras penser à moi sans douleur. Daniel. Je repliai soigneusement la lettre et la plaçai dans la boîte où je conservais les photographies de nos années heureuses. Pas parce que je voulais retrouver notre mariage, mais parce que ce chapitre méritait une fin honnête. Le printemps arriva avec le soleil et les cornouillers en fleurs. Pour la première fois depuis des années, la maison semblait paisible. Pas vide. Paisible. Je repeignis le couloir de l'étage, remplaçai la moquette usée et transformai la chambre d'amis en petit salon de lecture donnant sur le jardin. Chaque amélioration me rappelait que la guérison n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, guérir consiste à planter des fleurs, remplacer un luminaire cassé et ouvrir les fenêtres après un long hiver. C'est la vie qui revient silencieusement. Un samedi matin, Noah m'aida à étaler du paillis autour des anciens rosiers de ma grand-mère. Ils fleurissent enfin à nouveau, dit-il. Oui. Il s'appuya sur sa pelle. Tu sais ce qui est amusant? Quoi donc? Quand tout cela est arrivé, je pensais que notre famille était terminée. Il sourit. Maintenant, elle est simplement différente. Iares. Je pense que tu as parfaitement raison. Les familles ne restent pas toujours unies comme nous l'avions imaginé. Parfois, elles survivent en changeant de forme. Plus tard cet été-là, Daniel vint déposer Noah après un week-end de camping. Pendant que Noah rentrait avec son sac à dos, Daniel resta sur le perron. Je voulais te montrer quelque chose. Il me tendit une brochure pliée. Elle présentait un programme de mentorat destiné aux adolescents qui n'avaient pas de père présent dans leur vie. Je suis bénévole tous les mercredis. Je le regardais. Tu n'as rien à me prouver. Je sais. Il sourit. J'essaie de me prouver quelque chose à moi-même. Pour la première fois depuis très longtemps, je le crus. Pas à cause de ses paroles. À cause de sa constance. Le véritable changement ne s'annonce pas.
Il se répète, semaine après semaine, décision après décision, jusqu'au jour où il devient simplement une partie de nous-mêmes. En le regardant rejoindre son véhicule, je compris quelque chose qui me surprit moi-même. Je lui avais pardonné. Pas parce qu'il avait regagné une place dans ma vie en tant que mari. Cette place avait disparu pour toujours. Je lui avais pardonné parce que je ne voulais plus porter le poids de ce qu'il avait fait. Le pardon n'effaçait pas le passé. Il empêchait simplement le passé de contrôler mon avenir. Aujourd'hui encore, certaines personnes me demandent quelle a été ma vengeance. Elles s'attendent à une réponse spectaculaire, des comptes bancaires secrets, une humiliation publique ou un plan ingénieux ayant détruit la vie de Daniel. La vérité les déçoit souvent. Ma vengeance n'en était pas une. C'était le respect de moi-même. C'était refuser de crier lorsque le silence protégeait mieux ma dignité. C'était apprendre ce que disait la loi avant d'agir sous le coup de l'émotion. C'était protéger ce que ma grand-mère m'avait confié sans devenir amère. Surtout, c'était montrer à mon fils que la force ne se mesure pas au volume de nos cris. Elle se mesure à notre capacité à protéger nos valeurs lorsqu'une autre personne abandonne les siennes. Si cette histoire doit vous laisser une leçon, j'espère que ce sera celle-ci. Ne confondez jamais la bienveillance avec la faiblesse. Ne confondez jamais la patience avec la soumission. Et ne laissez jamais la trahison d'une autre personne vous convaincre que vous devez, vous aussi, trahir vos propres principes. Parfois, la personne la plus forte de la pièce est celle qui s'éloigne silencieusement, protège ce qui lui appartient légitimement et choisit la paix plutôt que la vengeance. Si le parcours d'Émilie vous a touché, partagez votre opinion. Avez-vous déjà découvert que protéger votre dignité était plus puissant que chercher à vous venger? Racontez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait encourager une personne qui en a besoin aujourd'hui. Et si vous aimez les histoires profondes sur la résilience, la justice et les secondes chances, abonnez-vous et rejoignez-nous pour notre prochaine histoire.